Avant de signer, votre honneur, j'aimerais soumettre une pièce à conviction. Le tribunal a plongé dans le silence. Ma femme, Lénora, souriait déjà. Ce petit sourire en coin victorieux qu'elle affichait depuis 8 mois, depuis qu'elle avait demandé le divorce. Son avocat, un requin à 400 $ l'heure nommé Desmond Pratt, avait la main tendue, attendant que je signe le document final qui mettrait fin à nos 15 ans de mariage. Le document qui lui donnerait la maison, les voitures, les économies, la garde exclusive de nos 3 enfants et 4 200 $ par mois de pension alimentaire pendant 18 ans. Faites le calcul, ça fait plus de 900 000 $. J'étais censé signer, j'étais censé accepter la défaite. J'étais censé sortir de ce tribunal comme un homme brisé qui avait tout perdu. C'est ce qu'ils attendaient. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Une pièce à conviction ? Le juge Rowan Castellan s'est penché en avant, ses sourcils gris se soulevant. Monsieur Chandler, vous avez eu des mois pour soumettre des preuves. Cette audience est uniquement pour les signatures de finale. Je comprends, votre honneur, mais cette preuve n'est en ma possession que depuis 72 heures, et je pense que le tribunal doit la voir avant que le moindre document ne soit signé. Le sourire en coin de Lénora a vacillé très légèrement, une fissure dans le masque. « C'est ridicule », a dit doucement Desmond Pratt. « Votre honneur, ma cliente a été plus que patiente. Monsieur Chandler a accepté ses conditions. Il ne peut pas simplement... je le peux si les conditions étaient basées sur une fraude. » Ce mot est tombé comme une bombe. Fraude. Le visage de Lénora est passé de confiant à confus, puis à quelque chose qui ressemblait à de la peur, l'espace de 3 secondes. « De quoi parles-tu » a-t-elle exigé. « Quelle fraude ?» Je ne lui ai pas répondu. À la place, j'ai mis la main dans ma veste et j'en ai sorti une enveloppe en papier craft. Brune, banale, le genre qu'on peut acheter dans n'importe quelle papeterie. À l'intérieur se trouvait la vérité. Je me suis avancé vers le bureau du juge, mes pas résonnant dans le tribunal silencieux. Mon propre avocat, un commis d'office fatigué nommé Hector Molina, qui m'avait conseillé de simplement signer et de passer à autre chose, me regardait la bouche bée. Je ne lui avais rien dit, je n'avais rien dit à personne. Il y a des secrets qu'on garde jusqu'au moment parfait. Votre honneur, cette enveloppe contient les résultats de tests ADN pour chacun de mes 3 enfants. Marcus, 12 ans, Jolene, 9 ans et Wyatt, 6 ans. Des tests ADN ? Le juge Castellan a pris l'enveloppe avec précaution. Dans quel but ? Pour établir la paternité, votre honneur ? Le silence qui a suivi a été si total que je pouvais entendre le souffle de Lénora se bloquer dans sa gorge. Paternité ? Sa voix n'était plus qu'un murmure maintenant. Quoi ? Qu'est-ce que tu... J'établis que je ne suis le père biologique d'aucun des 3 enfants pour lesquels vous voulez que je paye une pension alimentaire. Le juge a ouvert l'enveloppe, a lu la première page, la deuxième, la troisième. Son visage a changé, s'est durci. Il a regardé Lénora avec une expression que je ne peux décrire que comme un dégoût maîtrisé. Puis il a prononcé 3 mots qui l'ont détruite. Est-ce vrai ? 36 heures plus tôt, j'étais assis dans un restaurant de bord de route près de l'Interstate 10, regardant les mêmes documents que le juge lisait maintenant. Le café devant moi avait refroidi. Les œufs que j'avais commandés étaient intacts. Plus rien ne semblait réel. 3 enfants, 15 ans de mariage, toute ma vie d'adulte. Un mensonge. Le détective privé assis en face de moi s'appelait Clyde Barrow. Oui, comme le hors-la-loi, on lui avait déjà fait toutes les blagues. Il avait 63 ans, un visage tanné comme du cuir et des yeux qui en avaient le trop vu. « Je suis désolé, a-t-il dit. Je sais que ce n'est pas ce que vous espériez trouver. Je n'espérais rien trouver. J'espérais qu'il me dirait que j'étais paranoïaque, que les rumeurs étaient de fausses, que ma femme n'était pas... Je ne pouvais pas finir la phrase. Les tests ADN sont concluants, monsieur Chandler. Marcus, Jolene et Wyatt. Aucun d'entre eux ne partage vos marqueurs génétiques. Probabilité de paternité de 0% pour les 3. J'ai regardé à nouveau les documents. Des tableaux, des graphiques et une terminologie scientifique qui se résumait à une simple vérité. Les enfants que j'avais élevés, aimés, pour lesquels je m'étais sacrifié, n'étaient pas les miens. Savez-vous qui sont les pères ? Pères au pluriel. Clyde a sorti un autre dossier. D'après mon enquête et le croisement des marqueurs génétiques, Marcus semble être l'enfant biologique de Victor Ambry, un entraîneur personnel que votre femme voyait en 2012. Victor Ambry. Je me souvenais de lui. Lénora avait insisté pour se remettre en forme après notre mariage. Des séances de coaching sportif 3 fois par semaine. J'avais payé pour chacune d'entre elles. Le père biologique de Jolene est très probablement Raymond Costa. Il était le patron de votre femme dans l'agence de marketing où elle travaillait de 2014 à 2016. Raymond Costa, l'homme qui lui avait donné une promotion qu'il avait emmené en voyage d'affaires, que j'avais invité chez nous pour une fête de Noël. Et Wyatt ? Clyde a hésité. Celle-ci va être difficile à entendre, plus difficile que de découvrir que vos 3 enfants ne sont pas les vôtres. Le père biologique de Wyatt semble être votre frère, Dennis Chandler. Le monde s'est arrêté. Dennis.
Mon petit frère, mon témoin à mon mariage, l'oncle qui venait à chaque fête d'anniversaire, chaque Noël, chaque réunion de famille, l'homme en qui j'avais le plus confiance, à part Lenora elle-même. Vous êtes sûr? Les marqueurs génétiques ne mentent pas, monsieur Chandler. Je suis désolé. Je suis resté assis là pendant un long moment. Le bruit du restaurant s'est estompé. Le café a continué de refroidir. Les œufs se sont figés dans l'assiette. 15 ans. 3 enfants. Des centaines de milliers de dollars dépensés pour une famille qui n'avait jamais été la mienne. Et Lenora avait l'audace d'exiger une pension alimentaire. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» ai-je demandé. Clyde s'est adossé à sa chaise. « C'est à vous de décider. Vous pouvez signer ces papiers de divorce et payer une pension alimentaire pendant 18 ans pour des enfants qui ne sont pas les vôtres. Ou vous pouvez entrer dans ce tribunal avec ces documents et regarder tout le plan de votre femme s'effondrer. Elle dira « il abandonne les enfants ». Vous direz qu'elle a commis une fraude à la paternité, ce qui est le cas dans cet État. C'est un motif d'annulation des obligations de pension alimentaire et cela peut entraîner de potentielles poursuites pénales. Des poursuites pénales contre la femme que j'avais aimée pendant 15 ans, la mère d'enfants qui m'appelait « papa ». J'ai besoin d'y réfléchir. Vous avez 36 heures avant l'audience finale, réfléchissez vite. Laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là. Je m'appelle Crawford Chandler, j'ai 47 ans. Je travaille comme superviseur de la logistique d'entrepôt dans un centre de distribution à Bakersfield, en Californie. Je gagne 67 000 $ par an, ce qui n'est pas riche, mais pas pauvre non plus. Assez pour faire vivre une famille. Assez pour subvenir à leurs besoins. Du moins, c'est ce que je croyais faire. J'ai rencontré Lenora Vance en 2008 lors d'un barbecue chez un ami. Elle avait 28 ans, elle était magnifique, avec ce genre de sourire qui vous donnait l'impression d'être la seule personne dans la pièce. J'avais 32 ans, je venais d'être promu. J'avais enfin l'impression d'avoir ma vie en main. Nous sommes sortis ensemble pendant 6 mois, nous nous sommes fiancés, puis mariés en 2009. Marcus est né en 2012. Je me souviens l'avoir tenu dans mes bras dans la salle d'accouchement, les larmes coulant sur mon visage, pensant que j'étais l'homme le plus chanceux du monde. Mon fils, mon aîné, le début de mon héritage. Sauf que ce n'était pas mon fils. C'était le fils de Victor Ambry, conçu pendant ces séances de coaching personnel que je payais. J'ai eu Jolene en 2015, ma petite fille. Elle avait les cheveux bruns de Lenora et ce que je croyais être mes yeux verts. Il s'avère que les yeux verts venaient de Raymond Costa, le patron qui couchait avec ma femme pendant que je faisais des heures supplémentaires pour payer son congé maternité. Et Wyatt, né en 2018, le petit dernier, celui qui devait sceller notre lien pour toujours. Le fils de Dennis, le fils de mon frère. Conçu Dieu sait quand, dans Dieu sait quel lit, alors que j'avais une confiance aveugle en eux deux. J'ai élevé ces enfants, j'ai changé leurs couches, j'ai fait les 100 pas à 3 heures du matin quand ils étaient de malades, je les ai aidés à faire leurs devoirs, j'ai entraîné leur équipe de baseball, j'ai payé pour leurs appareils dentaires, leurs colonies de vacances et tout le reste. Je les aimais, je les aime toujours. C'est ça qui rend les choses si compliquées. Ils pensent que je suis leur père. Ils m'appellent papa. Quand Wyatt s'est écorché le genou l'été dernier, il est venu en courant vers moi. Quand Jolene a eu son premier chagrin d'amour à l'école, elle a pleuré sur mon épaule. Quand Marcus avait besoin de conseils sur une fille qui lui plaisait, il m'a demandé. Rien de tout cela n'était faux, rien de tout cela n'était un mensonge. Mon amour pour eux était réel. Mais l'amour de Lenora pour moi, ça, c'était le mensonge. Ça avait été un mensonge depuis le début. Le divorce est sorti de nulle part. Ou peut-être pas. Peut-être que je ne faisais simplement pas attention. Rétrospectivement, il y a eu des signes. Les nuits tardives au travail, qui ne correspondaient pas à son emploi du temps. Les nouveaux vêtements que je n'avais pas payés. La façon dont elle semblait plus intéressée par son téléphone que par moi. Je pensais juste que nous traversions une mauvaise passe. 15 ans de mariage, 3 enfants, la vie devient compliquée. J'ai suggéré une thérapie de couple. Elle a dit qu'elle n'en avait pas besoin. Puis, en janvier de cette année, elle m'a fait asseoir et m'a dit qu'elle voulait partir. Je ne suis pas heureuse, Crawford. Je ne suis pas heureuse depuis des années. Nous pouvons y travailler, nous pouvons... Je ne veux pas y travailler. Je veux le divorce. Elle avait déjà un avocat, Desmond Pratt, recommandé par sa sœur. Tout était préparé, le partage des biens, l'accord de garde, les calculs de la pension alimentaire. Elle planifiait ça depuis des mois, peut-être des années, et elle voulait tout. La maison que nous avions achetée ensemble en 2011, le compte retraite que je constituais depuis ma vingtaine, les voitures, les économies, les investissements et la garde exclusive des 3 enfants, avec moi payant 4 200 $ par mois jusqu'à ce que le plus jeune ait 18 ans. Mon avocat, Hector, m'a dit de me battre. Elle demande trop. Nous pouvons négocier ça à la baisse. Une garde partagée, une pension alimentaire réduite, quelque chose de raisonnable. Mais je n'ai pas lutté. J'ai tout accepté. Les gens ont pensé que j'abandonnais, que j'avais le cœur trop brisé pour me battre, que j'étais noble ou stupide ou les deux. La vérité était différente. J'avais tout accepté parce que je savais que quelque chose clochait.
Je le savais depuis des années à un certain niveau. Je ne voulais pas admettre que Marcus ne me ressemblait en rien. Que Jolene avait des problèmes médicaux qui n'existaient pas dans ma famille. Que Wyatt avait certains traits familiers, mais pas de la bonne façon. J'ai commencé à faire attention, à remarquer des choses, à me rappeler des moments qui n'avaient pas de sens à l'époque. Et puis j'ai engagé Clyde Barrow. Je n'ai rien dit à Lenora, rien dit à personne, j'ai juste commencé à enquêter discrètement, méthodiquement sur la femme que j'avais épousée. Ça a pris 8 mois, 8 mois à rassembler des preuves tout en jouant au mari vaincu qui ne se battrait pas. 8 mois à la laisser penser qu'elle avait gagné. Et maintenant, debout dans ce tribunal, j'étais sur le point de lui montrer à quel point elle avait tort. Le juge Castellan a lu les rapports ADN 2 fois. Son visage est resté neutre, professionnellement impassible, mais je pouvais voir que quelque chose changeait derrière ses yeux. Le même dégoût que j'avais ressenti dans ce restaurant, multiplié par ce sens de la justice qui l'avait conduit à cette profession. Madame Chandler, sa voix était glaciale. Avez-vous une réponse à ces documents ? Lenora était debout maintenant, agrippant le bord de la table de la défense. Son calme, si soigneusement entretenu, avait volé en éclats. Elle m'a regardé, a regardé le juge, son avocat, cherchant à quoi se raccrocher. « Ces tests sont faux », a-t-elle dit. « Il ment, il essaie d'échapper à ses responsabilités. » Ces tests ont été réalisés par Geneva Diagnostics, un laboratoire certifié accrédité par l'AABB. Le juge Castellan a brandi les documents. Ils montrent une probabilité de 0% que M. Chandler soit le père biologique de l'un des 3 enfants mineurs. C'est impossible, c'est leur père. Il a été leur père pendant... Madame Chandler, je vais vous le demander une fois de plus. Y a-t-il une quelconque possibilité que ces résultats soient exacts ? Le tribunal a retenu son souffle. J'ai regardé ma femme, la femme que j'avais aimée pendant 15 ans, la femme à qui j'avais confié tout ce que j'avais, la femme qui m'avait menti chaque jour de notre mariage. Quelque chose s'est brisé dans son expression. La lueur de défi a quitté ses yeux. Je veux parler à mon avocat. Votre avocat se tient juste à côté de vous. Desmond Pratt ressemblait à un homme qui venait de réaliser qu'il se tenait dans des sables mouvants. Le requin confiant s'était transformé en un cerf aveuglé par des phares. Votre honneur, j'ai besoin de temps pour examiner ces documents avec ma cliente. C'est très irrégulier. Ce qui est irrégulier, maître, c'est que votre cliente demande une pension alimentaire pour 3 enfants qui apparemment ne sont pas de l'intimé. Le juge Castellan a posé les papiers d'un geste lent et délibéré. Madame Chandler, je vais vous le demander directement. Ces enfants sont-ils biologiquement liés à Monsieur Chandler ? Silence. Madame Chandler, non. Le mot est sorti comme un murmure. Non, ils ne le sont pas. Le tribunal a explosé. Pas bruyamment. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais Hector a haleté, Desmond Pratt a juré dans sa barbe, et quelqu'un dans le public a poussé un cri de stupeur. Je suis resté là, à regarder Lenora dire enfin la vérité. Ce ne sont pas les siens, a-t-elle continué, les larmes commençant à couler. Mais il les a élevés. Il était leur père dans tous les sens du terme. Il l'aime. Il ne peut pas simplement les abandonner à cause de... À cause de quoi, Madame Chandler ? À cause du fait que vous avez commis une fraude à la paternité ? Parce que vous avez permis à un autre homme, ou apparemment à plusieurs hommes, d'engendrer des enfants, puis avez trompé votre mari pour lui faire croire qu'ils étaient de lui ? Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Comment vouliez-vous que ça se passe, exactement ? Elle n'avait pas de réponse. Le juge Castellan s'est tourné vers moi. Son expression avait changé. Toujours professionnelle, mais avec quelque chose en dessous. Du respect, peut-être, ou de la compassion. Monsieur Chandler, quelle réparation demandez-vous à ce tribunal ? J'avais pensé à ce moment pendant des mois, répéter ce que je dirais, planifier exactement comment je détruirais Lenora de la même manière qu'elle avait détruit ma confiance. Mais en me tenant là, à regarder son expression brisée, en pensant à Marcus, Jolene et Wyatt, j'ai découvert que les mots que j'avais préparés refusèrent de sortir. Votre honneur, j'ai aimé ces enfants. Je les aime toujours. Ce que ma femme m'a fait est impardonnable, mais eux sont innocents. Ils n'ont rien choisi de tout ça. Je comprends. Mais légalement, je demande que l'obligation de pension alimentaire soit annulée. Je ne suis pas leur père biologique. Je ne devrais pas être tenu financièrement responsable d'enfants qui ont été conçus par les infidélités de ma femme. Lenora a émis un son, un sanglot ou un hoquet, ou quelque chose entre les deux. Cependant, ai-je continué, je voudrais demander des droits de visite. Ces enfants me connaissent comme leur père. M'arracher complètement de leur vie ne ferait que les blesser encore plus qu'ils ne l'ont déjà été. Le juge Castellan m'a observé pendant un long moment. C'est une réaction remarquablement mesurée, Monsieur Chandler, vu les circonstances. Je ne cherche pas à me venger, votre honneur. Je veux juste qu'on arrête de me mentir, et je veux que ces enfants sachent que quelqu'un dans leur vie les aime vraiment pour ce qu'ils sont, et pas pour ce qu'ils peuvent rapporter. Le juge a hoché la tête lentement. Très bien.
Compte tenu des preuves de fraude à la paternité, j'annule l'accord de divorce proposé dans son intégralité. L'affaire sera reportée pour une audience complète où le partage des biens et les accords de garde pourront être correctement déterminés. Il a regardé Lenora. Madame Chandler, je vous conseille vivement de prendre un avocat expérimenté dans les affaires de fraude. L'État peut choisir d'engager des poursuites pénales et ce tribunal renverra cette affaire au bureau du procureur pour examen. Des poursuites pénales. Pour avoir menti sur l'identité du père de ses enfants, pour m'avoir volé 15 ans de ma vie. Votre honneur, je vous en prie. La voix de Lenora était désespérée maintenant. Je ne peux pas aller en prison, mes enfants ont besoin de moi. Vous auriez dû y penser avant de tromper l'homme qui les a élevés. Le marteau est tombé. Je suis resté assis dans mon pick-up sur le parking du tribunal pendant 1 heure après la fin de l'audience. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas allumé le moteur, je suis juste resté là à digérer. J'avais gagné, si on pouvait appeler ça comme ça. Lenora n'aurait pas la maison, n'aurait pas ma retraite, n'aurait pas 900 000 $ de pension pour des enfants qui n'étaient là pas les miens. Mais les enfants étaient de toujours là-bas. Ils pensaient toujours que j'étais leur père. Ils attendaient toujours que quelqu'un leur explique pourquoi leur famille venait d'exploser. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'est Marcus. Maman pleure et ne veut pas nous dire ce qui s'est passé. Tu rentres à la maison ? La maison ? La maison d'où j'avais été jeté 8 mois plus tôt. La maison où 3 enfants qui n'étaient pas les miens attendaient des réponses. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai répondu « J'arrive dans 1 heure. On a besoin de parler. » Le trajet jusqu'à la maison ressemblait à une conduite dans un rêve. Des rues que je connaissais par cœur. Des points de repère que j'avais dépassés 1000 fois. Tout cela semblait étrange et lointain maintenant. Qu'allais-je leur dire ? Comment explique-t-on à un garçon de 12 ans qu'on n'est pas son père ? Comment dit-on à une fille de 9 ans que son existence a été construite sur un mensonge ? Comment regarde-t-on un petit garçon de 6 ans pour lui dire quoi que ce soit ? Je n'avais pas de réponse, j'avais juste la vérité. Et la vérité allait faire mal à tout le monde. La voiture de Lenora était dans l'allée quand je suis arrivé. Je me suis garé dans la rue, j'ai pris une grande inspiration et j'ai marché vers la porte. Marcus a ouvert avant que je puisse frapper. Il était grand pour ses 12 ans, déjà plus grand que Lenora, avec des cheveux bruns et des traits que je reconnaissais maintenant comme appartenant à Victor Ambry. Le visage d'un étranger sur un garçon que j'avais élevé. Papa, il avait l'air soulagé. Maman est dans sa chambre depuis 1 heure, elle ne veut pas nous parler. Jolène a peur. Qu'est-ce qui se passe ? Rentrons, mon grand, j'ai besoin de vous parler à tous. Le salon était exactement le même que lorsque j'y vivais. Le même canapé, les mêmes photos de famille au haut mur, des photos de fêtes d'anniversaire, de vacances et de réunions de famille, la preuve d'une famille qui n'avait jamais été ce qu'elle paraissait. Jolène était sur le canapé, serrant un coussin. Wyatt était à côté d'elle, ne comprenant pas ce qui se passait mais ressentant la tension. « Papa !» Wyatt a couru vers moi, en roulant ses bras autour de mes jambes. « Tu reviens ? Maman a dit que tu ne revenais pas ?» Je me suis agenouillé et je l'ai pris dans mes bras. Ce petit garçon qui ressemblait à mon frère, qui avait le menton de Dennis et les yeux de Dennis, et rien de mon ADN. Je l'aimais quand même. C'était ça, la terrible vérité. Je les aimais tous les 3 malgré tout. Nous devons faire une réunion de famille, ai-je dit. Vous pouvez venir vous asseoir sur le canapé avec moi ? Ils se sont installés autour de moi. Marcus d'un côté, Jolène de l'autre, Wyatt sur mes genoux, comme nous l'avions fait 100 fois auparavant pour des soirées cinéma, des conversations sérieuses et des moments de famille ordinaires. « C'est à cause du divorce ?» a demandé Jolène. Sa voix était toute petite. « Maman et toi, vous allez toujours divorcer ?»« Oui, ma chérie. Nous divorçons toujours, mais autre chose s'est passé aujourd'hui. Quelque chose d'important que je dois vous dire. »« Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Marcus. Il essayait d'être courageux, d'être mature, mais je pouvais voir la peur en dessous. J'ai regardé leur visage, ces enfants que j'avais élevés, ces enfants innocents dont le monde allait s'effondrer. « Savez-vous ce qu'est l'ADN ? C'est ce qui fait que nous sommes qui nous sommes, a dit Marcus. On a appris ça en cours de sciences. C'est comme un code à l'intérieur de notre corps. C'est exact. Et parfois, les adultes font des tests pour vérifier l'ADN afin de voir comment les gens sont liés les uns aux autres. Les yeux de Jolène se sont écarquillés. « Tu as fait un test ? » ?»« Oui, et j'ai découvert quelque chose qui m'a surpris. Quelque chose qui va être difficile à comprendre. Dis-nous, papa. » La voix de Marcus était ferme maintenant. « Quoi que ce soit, dis-le-nous. » J'ai pris une inspiration. Le test ADN a montré que je ne suis pas votre père biologique. Aucun d'entre vous. Votre maman a eu des relations avec d'autres hommes et ce sont eux vos pères biologiques. Silence. Puis Wyatt, je ne comprends pas. Tu es notre papa. Je suis votre papa. Je vous ai élevé. Je vous aime. Rien ne changera cela. Mais biologiquement, nous ne sommes pas de la même famille. Ça n'a pas de sens. Jolène pleurait maintenant. Tu es notre papa. Tu as toujours été notre papa. Et je le suis toujours.
Être un père, ce n'est pas seulement une question d'ADSN, c'est être là. Et j'ai été là pour vous tous, chaque jour de toute votre vie. Marcus était silencieux, il assimilait l'information. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Alors, maman t'a trompé, a-t-il fini par dire. Plusieurs fois, avec différents hommes? Oui. Et elle t'a laissé croire que nous étions tes enfants? Oui. Pendant 15 ans? Oui. Il s'est levé brusquement, a marché vers la fenêtre, et s'est tenu là, le dos tourné, les épaules tendues. « Marcus » l'ai-je appelé doucement. « Ça va, j'ai besoin d'une minute. » Jolene a grimpé sur mes genoux, avec Wyatt, tous les deux pleuraient maintenant. Je les ai serrés contre moi, ces enfants qui n'étaient pas les miens par le sang, mais qui étaient les miens à tous autres égards. « Ça veut dire que tu ne nous aimes plus » a murmuré Jolene. « Non, ma chérie, je vous aimerai toujours, toujours. L'ADN ne change pas ça. » Alors pourquoi tu nous l'as dit? Parce que vous méritez la vérité. Parce que ce sont les mensonges qui nous ont mis dans ce pétrin. Et je ne vous mentirai jamais. Jamais. À l'étage, j'ai entendu une porte s'ouvrir. Des pas dans les escaliers. Lénora est apparue dans l'encadrement de la porte. Elle avait l'air affreuse. Son mascara coulait, ses yeux étaient gonflés. La façade si bien tenue avait complètement disparu. C'était la vraie Lénora, celle qui se cachait sous la surface pendant toutes ces années. « Crawford !» sa voix tremblait. « Qu'est-ce que tu es en train de leur dire ?» La vérité, quelque chose que tu n'as jamais réussi à faire. Ce sont des enfants. Ils n'ont pas besoin de savoir. Ils ont le droit de savoir qui sont leurs vrais pères. Ils ont droit à la vérité. Tu vas les détruire? Non, Lénora. C'est toi qui les as détruits il y a 15 ans quand tu as décidé de bâtir notre famille sur des mensonges. Marcus s'est détourné de la fenêtre. Son visage était dur maintenant, plus vieux que ses 12 ans. « Maman, c'est vrai? Tout ça ?» La bouche de Lénora s'est ouverte, refermée, puis rouverte. « C'est compliqué, Marcus. Il y avait des circonstances que tu ne comprends pas. As-tu trompé papa? Oui ou non? Oui ou non, maman ?» Ses épaules se sont affaissées. « Oui. Avec combien d'hommes? Marcus, s'il te plaît? » « Et combien? 3 au fil des ans. Mais je n'ai jamais voulu. 3 hommes différents. 3 pères différents. Et tu as laissé papa croire que nous étions ses enfants pendant tout ce temps. » Lénora a recommencé à pleurer. « Je l'aimais. Je vous aimais tous. J'avais juste peur. » « Peur de quoi? De dire la vérité ?» La voix de Marcus s'est brisée. « Sais-tu à quel point papa s'est sacrifié pour nous? Il faisait des doubles services. Il a raté l'enterrement de son propre père pour être à mon match de foot. Il a tout donné pour cette famille, je le sais, et ce n'était même pas sa famille. Marcus, je me suis levé, déposant doucement Jolene et Wyatt sur le canapé. Ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Elle t'a menti pendant 15 ans? Elle nous a tous menti. Je sais, mais crier ne changera rien. Je me suis approché de mon fils non biologique, le garçon que j'avais élevé depuis sa naissance. Je suis en colère, moi aussi, ai-je dit doucement. J'ai le droit d'être en colère, mais être en colère contre ta mère n'aidera personne pour le moment. Ce qui est fait est fait. Tout ce qu'on peut faire, c'est trouver comment avancer. Comment peux-tu être si calme face à ça? Je ne suis pas calme, je suis anéanti. Mais j'ai appris quelque chose il y a longtemps. La colère, c'est comme le feu. Ça brûle fort et vite, mais ça brûle surtout la personne qui la porte. Marcus m'a fixé, puis soudain, il m'a serré dans ses bras. Ce grand garçon, presque un adolescent, s'accrochant à moi comme s'il avait à nouveau 6 ans. « Je me fiche de l'ADN », a-t-il dit dans mon épaule. « Tu es mon papa, tu as toujours été mon papa. Et je le serai toujours, quoi qu'il arrive. » Nous sommes restés là pendant un long moment. Puis Jolene et Wyatt se sont joints au câlin, leurs petits bras s'enroulant autour de nous. Et Lénora restait dans l'encadrement de la porte, regardant, pleurant, voyant la famille qu'elle avait brisée choisir de rester unie sans elle. Le divorce a été prononcé 2 mois plus tard. Les conditions ne ressemblaient en rien à ce que Lénora avait exigé au départ. Pas de maison, que je ne voulais de toute façon pas, trop de souvenirs. Une retraite divisée de façon juste et légale. Pas de pension alimentaire, évidemment. Et une garde partagée. C'est la partie qui a surpris tout le monde, moi y compris. J'aurais pu partir. Les enfants n'étaient là pas les miens. Je n'avais aucune obligation légale, aucun lien biologique. Tous les avocats du pays m'auraient dit que j'étais fou de rester impliqué. Mais ces enfants n'avaient rien choisi de tout ça. Ils n'avaient pas demandé à naître de liaison. Ils n'avaient pas demandé une mère qui mentait et un père qui n'était pas vraiment leur père. Ils voulaient juste être aimés. Alors je suis resté. Un week-end sur 2, une fête sur 2, 2 semaines chaque été. Le même accord de garde que j'aurais su s'ils avaient été les miens. Parce qu'ils sont les miens dans tous les sens du terme. Lénora a été inculpée de fraude à la paternité. C'est un délit en Californie, passible d'1 an de prison, de comté et d'amende. Elle a accepté un accord de plaider coupable, 6 mois de probation, des travaux d'intérêt général, un suivi psychologique obligatoire. Elle a perdu son travail quand l'histoire s'est ébruitée. Elle a perdu la plupart de ses amis aussi.
Les femmes de son cercle social ne voulaient pas être associées à quelqu'un qui avait fait ce qu'elle avait fait. Une part de moi se sentait satisfaite de ça, la part mesquine et vindicative qui voulait qu'elle souffre comme j'avais souffert. Mais la plupart du temps, je me sentais juste fatigué. Fatigué de la colère, fatigué de la trahison, fatigué de tout ce gâchis effroyable. J'ai déménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Un 3 pièces pour que les enfants aient leur propre espace quand ils me rendaient de visite. Rien d'extravagant mais propre, sûr et à moi. La première nuit où ils ont dormi à la maison, Marcus m'a aidé à monter les lits superposés pour Jolene et Wyatt. Nous avons travaillé en silence pendant un moment, suivant les instructions suédoises incompréhensibles, faisant des erreurs et les corrigeant. « Papa » a-t-il dit finalement. « Ouais, j'ai fait des recherches sur Victor Ambry, mon père biologique. J'ai arrêté de serrer un boulon. Et il est entraîneur sportif à San Diego. Il a sa propre salle de sport. Il est marié et a 2 enfants, ses propres enfants. Ouais. » Marcus est resté silencieux un moment. Est-ce qu'il est au courant pour moi? Je ne sais pas. Ta mère le lui a peut-être dit, ou peut-être pas. Tu penses que je devrais le contacter? J'ai posé la clé et j'ai regardé mon fils. C'est à toi de voir, Marcus. C'est ton père biologique. Tu as le droit de le connaître si tu le souhaites. Mais c'est aussi un inconnu qui a couché avec ta mère alors qu'elle était mariée avec moi. C'est compliqué. Tout est compliqué maintenant. Ouais, ça l'est. Tu penses qu'il voudrait me connaître? J'ai pensé à Victor Ambry. Un homme qui avait eu une liaison avec une femme mariée et qui, soit ignorait, soit se fichait d'avoir engendré un enfant. Je pense, ai-je dit prudemment, que certains hommes sont des pères et que d'autres ne sont que de la biologie. Je ne peux pas te dire lequel des deux était Victor Ambry, mais je peux te dire que je serai là, quoi qu'il arrive. Si tu le contactes et que ça se passe bien, c'est super. Si ce n'est pas le cas, je suis toujours ton papa. Marcus a hoché la tête lentement. Je ne pense pas être prêt pour l'instant. Peut-être un jour, mais pas maintenant. C'est très bien. Il n'y a pas de date limite pour ce genre de choses. Nous avons recommencé à monter les lits superposés. Les instructions étaient toujours aussi incompréhensibles. Nous avons fait d'autres erreurs, mais nous avons fini par y arriver, ensemble. 2 ans ont passé depuis ce jour au tribunal. J'ai 49 ans maintenant, je travaille toujours au centre de distribution, même si j'ai eu une promotion l'année dernière. Je vis toujours dans mon appartement, même si j'en ai fait un vrai foyer. Les enfants s'en sortent assez bien. Pas incroyablement bien, pas terriblement mal non plus. Bien. Marcus a 14 ans, il traverse la puberté au lycée comme n'importe quel autre adolescent. Il a décidé de ne pas contacter Victor Ambry. Il a dit qu'il le ferait peut-être un jour, mais pas maintenant. Je lui ai dit que je soutiendrais n'importe quel de ses choix. Jolene a 11 ans et rentre au collège cet automne. C'est elle qui a eu le plus de mal avec tout ça. Elle est passée par une phase où elle s'en voulait. Elle pensait être la raison pour laquelle le mariage s'était effondré. La thérapie a aidé. Le temps a aidé encore plus. Wyatt a 8 ans, assez jeune pour que le divorce ne le brise pas comme cela aurait pu être le cas s'il avait été plus âgé. Il m'appelle toujours papa, sans hésitation. Il court toujours vers moi quand il est blessé ou qu'il a peur. Dennis, mon frère, a quitté l'État après que tout a été révélé. Il ne pouvait pas me faire face. Il ne pouvait pas faire face à la famille. J'ai entendu dire qu'il est à Portland maintenant, travaillant pour une entreprise de technologie. Je ne lui ai pas parlé depuis que j'ai découvert pour Wyatt. Je ne prévois pas de le faire. Certaines trahisons sont trop profondes pour être pardonnées. Lenora s'est remariée au printemps dernier. Un type qu'elle a rencontré pendant son suivi psychologique imposé par le tribunal. Ironiquement, c'est un ancien toxicomane qui a lui aussi un lourd passif de mauvaises décisions. Je ne sais pas s'ils sont heureux, je m'en fiche un peu. Ce qui m'importe, ce sont les enfants. M'assurer qu'ils savent qu'ils sont aimés. M'assurer qu'ils grandissent en comprenant que la famille, ce n'est pas une question de sang, c'est être là. Le mois dernier, pour la fête des pères, Marcus m'a offert une carte qu'il avait fabriquée lui-même. Écrite à la main, pas achetée en magasin, sur le devant, il y avait un dessin de notre famille. Des bonshommes allumettes avec des étiquettes, papa, Marcus, Jolene, Wyatt. À l'intérieur, il avait écrit « Merci d'avoir choisi d'être notre papa quand tu n'étais pas obligé de l'être. Merci d'être resté quand tu avais toutes les raisons de partir. Merci de nous avoir aimés même quand la vérité a éclaté. Tu n'es pas notre père par le sang, mais tu es notre père pour tout ce qui compte vraiment. Nous t'aimons. Bonne fête des pères. » J'ai pleuré pendant 20 minutes après avoir lu ça. Pas des larmes de tristesse, pas des larmes de colère, juste ce genre de larmes qui coulent quand vous réalisez que toute cette douleur en valait la peine, que ce que vous avez perdu n'était rien comparé à ce que vous avez gardé. Lenora a essayé de tout me prendre. La maison, l'argent, ma dignité, mon identité de père. À la fin, elle n'a rien pris de ce qui importait. Parce que ce qui importait, c'était d'être assis en face de moi à la table du petit déjeuner en ce moment même, à se disputer pour savoir qui aurait la dernière gaufre. Ce qui importait, c'était de passer la porte après le travail pour voir des enfants qui criaient « Papa est rentré ». Ce qui importait, c'était d'être choisi.
Pas par la biologie, pas par la loi, par l'amour. Si vous regardez ceci et que vous traversez quelque chose de similaire, je veux que vous sachiez quelque chose. Premièrement, la vérité compte, même quand elle fait mal, même quand elle détruit ce que vous pensiez avoir. Vivre un mensonge est pire que d'affronter la douleur de la réalité. Deuxièmement, être un père ou une mère n'est pas une question d'ADN. C'est une question de présence, c'est une question de sacrifice. C'est choisir d'aimer quelqu'un même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Troisièmement, vous survivrez à ça. Quoi que ce soit, le pire jour de votre vie n'est jamais qu'un seul jour. Le soleil se lèvera demain, et le jour d'après, et la douleur finira par s'estomper suffisamment pour que vous puissiez à nouveau respirer. Lenora m'a traité d'imbécile pour ne pas avoir lutté contre le divorce, mais je me battais, juste pas de la manière dont elle l'attendait. Je me battais pour la vérité, pour la justice, pour mon propre respect. Et je me battais pour 3 enfants qui avaient besoin d'au moins un parent qui ne leur mentirait pas. J'ai gagné ce combat, pas au tribunal, même si ça a aidé, je l'ai gagné dans les années qui ont suivi. Dans le travail lent et douloureux pour reconstruire la confiance, dans les moments de calme avec des enfants qui ont choisi de m'aimer en retour. C'est ça, la vraie victoire. Pas l'argent que je n'ai pas eu à payer, pas la maison que je n'ai pas perdue, ni même la satisfaction de voir le plan de Lenora s'effondrer. La vraie victoire, c'est la carte de Marcus sur mon frigo, le câlin de Jolene quand elle passe la porte, la voix de Wyatt qui crie « Papa !» à travers le terrain de foot. La vraie victoire, c'est cette famille, brisée et reconstruite, imparfaite mais vraie. La mienne. Il faut que je m'arrête là. Il est presque l'heure d'aller chercher les enfants à l'école, mais avant de partir, je veux dire une dernière chose à quiconque a été trompé, à qui on a trahi la confiance, qui a découvert que la vie qu'il pensait vivre était bâtie sur la tromperie de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas idiot d'y avoir cru. Vous n'êtes pas stupide d'avoir fait confiance. Vous êtes juste humain, et les humains sont censés faire confiance aux personnes qu'ils aiment. C'est la personne qui a menti qui devrait avoir honte, pas vous, et c'est à vous de décider de ce qui se passera ensuite. Vous pouvez choisir de laisser la trahison vous définir ou de vous définir vous-même. J'ai choisi d'être un père, pas parce que je le devais, mais parce que je le voulais. Ce choix m'a sauvé. Peut-être qu'il y a un choix qui vous attend, vous aussi. Mettez un like à cette vidéo si vous êtes resté jusqu'à la fin. Abonnez-vous si vous voulez d'autres histoires de personnes qui ont refusé d'être vaincues. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est possible de survivre à une trahison, qu'il est possible de se reconstruire. Et si vous traversez une épreuve en ce moment, quelque chose de difficile, quelque chose qui vous donne l'impression que ça pourrait vous détruire, souvenez-vous, le pire jour de votre vie n'est jamais qu'un seul jour. Demain arrive et c'est vous qui choisissez qui vous serez quand il sera là. Je vous dis à la prochaine. Буду с аклановцами, кстати, наверное, против Войси даже сидеть. Кто знает. Коньки, синтезатор, сапоги, перфоратор. На Али закажем, там крутая распродажа. Распродажа на Али. Включи песню. Не, ну это, конечно, прикольно. Я сейчас посреди игры должен гуглить. Начинается, включи ту песню, включи это. Потом забуду. Ау. Он вернулся от бана. Бля. Надо хоррор съесть. А то сдохну сейчас. Ну спасибо. Чел с яблоками только мне не хватало.
И с мечом алмазом, да, давайте. Да, спасибо. Да, спасибо, Челси, супер яблоками и алмазами мне дала. Это начало игры, кстати. Ну-ка. Я сейчас, кстати, ищу вот музыки новые, поэтому я их включаю. Сосу пяточку, кстати. Ну, там какой-то сахар внутри этой упаковки. Ну-ка. Это шипелки. Называется хана зубам. Поняли, да, прикол? Это, короче, с валаном. Внутри и шипелки, чтобы в рот закинуть, и стреляло, и леденец. А, как же и выйдет. У меня теперь во рту перестрелка. Кстати, не Альфредов. Будешь вступать в клан сила отчима? Я, э, я создал... сегодня открыт набор в клан.